Pépère. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du tour. On n'a jamais vu ça. Aïe aïe aïe, attention Philippe, vous ne pas rappeler. Allez mon grand, t'es grand aujourd'hui, t'es grand. Chapeau. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chasse Patate, le podcast du groupe Eto qui décrypte l'actualité cycliste. On se retrouve aujourd'hui pour parler des Jeux Olympiques, bien évidemment, avec en priorité les courses sur route qu'on a eues ce week-end, notamment la course en ligne homme remportée samedi par Remco Evenepoel, qui a d'ailleurs fait le doublé avec le contre-la-montre, qu'il avait remporté une semaine plus tôt, et la course en ligne dames remportée par Kristen Faulkner, l'américaine, qui n'était pas forcément la coureuse la plus attendue. On va revenir sur ça, sur ce qui s'est passé, les résultats des Français. On n'oublie pas qu'on a bien évidemment 2 médailles, l'argent avec Valentin Madouas et le bronze avec Christophe Laporte, sans oublier et également les autres disciplines cyclistes. Sur le VTT, on a eu Pauline Ferrand-Prévot, médaille d'or, Victor Koretsky, médaille d'argent, et bien évidemment le triplé français en BMX Racing. Sans oublier non plus, pour le citer et être parfaitement complet à ce jour, la médaille de bronze d'Anthony Jean-Jean en BMX Freestyle. On va donc, dans ce podcast, se concentrer sur ce qu'on connaît le plus sur le groupe Eto dans Chasse Patate, le cyclisme sur route. On évoquera un petit peu le VTT BMX Racing ensuite. Mais on va donc revenir sur les courses de samedi et dimanche avec nos 2 chroniqueurs du jour. Johan pour commencer. Salut Johan. Salut Johan, je suis fier d'être là en tant que spécialiste du BMX Freestyle, évidemment. Et ben voilà, parfait. Comme ça, on aura tout le monde de représenté. Très bien. Et on complète notre équipe avec notre monsieur VTT. On va peut-être l'appeler comme ça, Louis. Salut Louis. Salut tout le monde. Bon voilà, avec tout ça, vous avez le programme. Attention au départ à Chasse Patate. C'est parti. Alors déjà, bon, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, vous en êtes où par rapport à ces Jeux Olympiques, toute l'ambiance qu'il y a, et notamment par rapport aux épreuves cyclistes Alors, par rapport aux épreuves cyclistes, moi, j'ai pas été concerné. Par contre, les jeux en lui-même, j'ai pu aller voir quelques épreuves, donc c'est vraiment sympa. C'est encore mieux auquel je m'y attendais, et bah, c'est franchement la kiffance. Profitons. Mais j'envie beaucoup ceux qui sont allés au bord du parcours de route, au bord du circuit VTT, ou même au BMX, parce que ça devait être franchement génial. Ah ouais, il y avait des sacrées ambiances, hein, ça. Yohan ? Oui, bah moi je vois ça de loin, ça fait des jolies photos. Mais... oui, non, voilà, on n'a pas forcément tous la chance de pouvoir y accéder, mais oui, voilà, ça fait quand même des belles choses et un petit peu tout dans l'ambiance, et forcément les courses cyclistes vont dans tout ça, quoi. Ça fait un peu bizarre parce qu'il n'y a pas à se lever à 3h du mat pour aller regarder les courses. Du coup, je trouve il manque un truc de l'ambiance Jeux Olympiques, je sais pas là, tu vois. T'inquiète pas, dans 4 ans, Los Angeles, quand il faudra regarder l'arrivée à 4h du matin, ça sera bien là. Là, on sera bien, tu vois. Là, on sera super. Écoute, on en profite, puis tu sais pas, peut-être que d'ici quelques années, on aura aussi du cyclocross sur le JO d'hiver, pourquoi pas. Bah, c'est prévu, non? Enfin, en tout cas, je sais plus à quel point ils en sont, mais... Ouais, c'est dans les bruits qui sont avancés pour 2030, parce que les JO seront organisés en France, et par le plus grand des hasards, le président de l'Union Cycliste Internationale, David Lapartien, est aussi le président du CNOSF. Ça tombe bien. C'est vraiment un sacré hasard, David Lapartien, qui poussait bien pour que le cyclocross arrive au JO d'hiver, avec les manches à Val d'Issolé, tout ça, là, sur la neige. Après, j'espère juste qu'ils feront pas une manche sur neige, genre au saisie ou je sais pas quoi, mais genre tu fais un vrai cyclocross, je sais pas, à Berville, j'en sais rien, tu vois, mais un truc un peu plus... Bon, on aura encore le temps d'y penser, de regarder tout ça. On va revenir sur ce qui s'est passé ce week-end déjà, à commencer par la course homme de samedi, remportée par Remco Evenepoel devant Valentin Madouas et Christophe Laporte. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette course qui est forcément atypique? On n'avait que 90 coureurs au départ, des équipes de 4 coureurs maximum, et quasiment 280 km de course. On était à 272 km de course. Un format qui est forcément atypique. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, le mot atypique est vraiment le bon, parce que c'est une course qui est unique tous les 4 ans, de par le nombre de coureurs par équipe qui rend
complètement différent de tout ce qu'on peut voir cette saison et forcément sur le Tour de France avec des courses parfois très cadenassées et où le scénario de course est limpide. Finalement, en fait, là-dessus, pour porter une analyse sur les courses, faut se détacher un peu du résultat des Français qui a été très brillant. Donc forcément, les courses, elles nous ont, bon, en tout cas, je pense, plus parce on a ce côté chauvin et qu'on a envie que les Français performent. Et ça a été le cas, donc faudrait essayer de se détacher de ça. Non, après, en fait, la course a été en deux temps avec, notamment chez les hommes, où on a une première partie de course avec une échappée de pays exotiques et ça fait partie du charme des jeux et c'est très bien. Ces nations doivent avoir leur place dans cette course et c'est très bien. Et la deuxième partie de course avec les 80 derniers kilomètres où à l'approche du circuit final où le bon mouvement s'est dessiné et les plus forts se sont expliqués. Et après, enfin, le circuit dans Montmartre était vraiment sympa. De par la difficulté quand même si c'est pas la bosse du siècle, c'est pas le mur de Huy, hein, la ville de Montmartre, mais il n'y a pas besoin forcément de ça. On a eu une bosse qui était costaud, des routes assez étroites, c'est une difficulté en plus. Surtout la foule, enfin, c'était impressionnant et donc il y avait vraiment un vrai charme dans cette course donc, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, deux scénarios différents, mais des courses très intéressantes à suivre. C'est vrai que ouais, tu parles de la foule, surtout à Montmartre, dans tout le quartier là, toutes ces petites rues, ça paraissait vraiment impressionnant de voir que t'as l'impression qu'il n'y avait pas un mètre de place. Je crois que c'était Tito qui avait pu aller un petit peu dans le coin, qui disait, je sais pas si c'était sur Twitter ou sur le forum, mais qui disait que pour lui, l'ambiance était encore au-dessus de Louvain, les mondiaux de Louvain qu'Alaphilippe avait remporté en 2021, qui plaçait déjà un sacré niveau en termes d'ambiance. Donc ça, ça, ça montre quand même quelque chose. Après, il y a peut-être aussi le fait que c'est une des rares épreuves olympiques accessibles gratuitement. Ça joue peut-être aussi. Johan, qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté de cette course? C'était des courses intéressantes. Après, ça marque parce que c'est les JO et que c'est l'exclusivité enfin, tous les 4 ans, mais sinon c'est des classiques un petit peu. Enfin, je vais pas dire banales, mais c'est pas les courses les plus marquantes, je trouve, de l'année ou des dernières saisons. Donc c'était bien, ça change, c'est intéressant. Après, bon, j'ai pris plus de plaisir à regarder le VTT par exemple, mais après, enfin, je suis très content des deux courses. Mhm. Il y a pas les deux resteront et les deux marqueront un peu, mais il n'y a pas de course décevante. Le circuit a bien marché. Après, je pense que dans 4 mois, j'y pense plus. Mais après, oui, il y a ce côté un peu, d'une certaine manière, que avec, entre guillemets, peu de coureurs et le parcours qu'il y avait, c'était quasiment assuré qu'on n'ait pas une course décevante, quoi. Oui, enfin, c'est intéressant. Après, les deux sont un poil frustrants dans le sens où tu as l'impression que ça se joue pas jusqu'au bout et que ça pourrait être plus. Et peut-être que s'il y avait eu ce plus, ça aurait été plus impactant, mais Ouais, le côté les frustrant dans les le deux sens où, sont. chez les hommes, Evenpool, bon, il est parti comme il sait très bien le faire et personne n'a vraiment été en mesure de le suivre Bah, t'as envie et de de te dire, l'embêter. mais encore, mais depuis le temps, vous êtes pas au courant qu'il faut sauter sur les fesses. Ouais, et chez les femmes, c'est la course, enfin c'est la chute de Chloé Dygert en arrivant vers le circuit de Montmartre qui crée la principale décision de la course. C'est un petit peu ça que tu regrettes. Oui, c'est ça, oui, c'est ça casse un petit peu ce qu'il pouvait d'avoir d'intéressante avec beaucoup de grosses coureuses qui étaient coincées derrière, qui n'ont jamais pu revenir, et où du coup, ça, à part Kopecky qui fait un très gros effort, mais où du coup, bah, il manque un petit peu de variables et de choses un peu plus dynamiques, quoi. On n'a pas vu des Néerlandais se mettre sur la tête, quoi. Enfin, c'est un peu nul, quoi. On n'a pas eu le temps de le voir. C'est peut-être pour Ni ça. les Belges d'ailleurs. Bon, La ah oui, course par ouais, route, oui, les Belges chez les hommes, ouais. ouais. Après, ça arrive pas tant que ça, les Belges chez les hommes. Enfin, il y a Ah, 10 ans, quoi, mais ouais, et puis bah là, sur le titre de Remco, cette décision a été c'est vite faite. Mais par exemple, sur des années précédentes où je pense peut-être au mondial à Louvain, où tu as peut-être les deux coureurs les plus forts de la course
avec Remco et Van Aert, même si Alaphilippe était au même niveau peut-être, mais genre deux coureurs aussi forts face à Alaphilippe, ça aurait dû faire mieux et là où il y a eu la stratégie belge avait été beaucoup remise en question. Mais bref, pour revenir sur les jeux, oui, et finalement, ouais, il n'y a pas eu d'équipe où il y a eu trop de jeux de qui y va et non, pas moi, je me sacrifie pas pour l'autre. Donc, à la différence de ce qu'on avait vu à Tokyo. Et d'ailleurs, c'est peut-être intéressant de comparer les courses de Paris avec celles des JO précédentes euh, par rapport chez les hommes. Bon, après, c'était différent à Tokyo, c'était en pleine nuit, le circuit était beaucoup plus dur et pour les grimpeurs, donc pas du tout le même style de course. Euh, Mais il y avait déjà un peu ce alors, côté où c'est limite le premier favori outsider qui a attaqué, qui est parti, où Carapace avait attaqué, il n'avait pas forcément été suivi, je crois. Là, bon, ouais. Evenpool est revenu sur des coureurs qui avaient anticipé, mais il n'avait pas forcément été suivi. Mais par contre, je me souviens que la course de Rio était quand même kiffante à suivre, avec pas le dénouement qu'on pouvait espérer côté français, mais Oui, il y avait forcément, avec les chutes. il y a eu des stratégies un peu bizarres, des coups tactiques, des coups de Trafalgar, et les Français à ce petit jeu-là s'étaient fait piéger. Et il y avait un final complètement fou, la descente, l'ascension était spéciale, le décor était particulier aussi, typique brésilien. Mhm. Londres, j'ai pas beaucoup de souvenirs de Londres, donc je me souviens juste du dernier kilomètre. Bah, à Mais Londres, qui était déjà, le fait qu'on ait Alexandre Vinokourov qui gagne à Londres au sprint avec Rigoberto Urán alors qu'on attendait Mark Cavendish, ouais, voilà. ça Non, mais montre voilà, que c'est les jeux, quoi, on peut s'attendre à tout. Ça, quel bonheur, franchement, en 2012, là, une Grande-Bretagne qui se fait marcher dessus. Alors, franchement, quel pire. Mais oui, en tout cas, bon, ça montre que les JO, forcément, quand tu as peu de coureurs, c'est beaucoup plus compliqué de contrôler. Mais oui, après, bon, oui, t'évoquais voilà, les précédentes éditions. C'est vrai que quand tu parlais de Rio, ça me fait penser qu'il y avait un point commun avec la course de cette année, c'est qu'il y a des moments, à cause de la réalisation télé, on comprenait pas tout ce qui se passait. J'ai souvenir d'un passage à Tokyo, à Rio, où on voyait Alaphilippe qui était Alaphilippe ou Bardet, je sais plus qui était lâché, et puis 5 minutes après on le voit devant, on sait pas ce qui s'est passé. Là, ouais, et à la Philippe, il y a le moment où on comprend pas qu'il est tombé ah c'est et on comprend rien. On se dit, au sommet de la bosse, il a 20 secondes et puis en fait, après il tombe. Enfin, genre, et on n'a même pas vu la chute, on sait pas que Nibali est tombé aussi. Enfin, c'était un peu n'importe quoi. Donc c'est vrai que maintenant qu'il l'aurait dit. Et en fait, en bas de la descente, on le voit amoché, problème de vélo, etc. ouais. Donc oui, bah, c'est vrai que il y a des similitudes au niveau de la réalisation. Ouais, il y a des moments où on comprenait. Cette année, on n'a pas compris tout ce qui se passait. Bah là, typiquement, le moment où Alaphilippe revient sur le groupe Laporte, je sais pas, on sait pas d'où il sort. Il y a des coureurs, on sait pas d'où ils reviennent et Ouais, même on n'est pas aidé quoi pour comprendre voilà. la course. Déjà que c'est le bordel, alors si en plus c'est mal filmé et qu'on comprend rien à ce qui se passe, Ouais, même le moment dans le deuxième passage à Montmartre, Remco fait la sélection dans le groupe. En bas de la bosse, on a Kung qui est encore là, on a peut-être Haller qui est encore là. Ouais, il y en a d'autres qui sont encore là, et à la fin, enfin, on revoit au moment où on revoit les coureurs du groupe de tête, il reste plus qu'Evenepoel et Madouas. On sait pas comment ça s'est fait, mais on voit qu'il reste Madouas. Donc là, on se dit bon bah Madouas, ça y est, il a trouvé son tracteur, il va être tracté le plus loin possible, et puis Inch'Allah, jusqu'à l'arrivée. Mais bon, après la suite, on la connaît, oui, puis de la même mais ouais, manière, c'est un peu spécial. puis après aussi de la même manière que sur la course d'âme, le nombre de fois où on nous montrait le groupe Vollering alors que c'était le groupe Kopecky qu'il fallait montrer. Bon, Ouais. Oui, mais il y a le passage après la chute, le premier passage de Montmartre où le Kopecky attaque. Et après, il filme de très très haut là, les courses qui passent en haut de Montmartre. Tu dis, mais qui est où c'est? on comprenait rien. C'est vraiment j'ai très peur des courses sur piste, notamment l'américaine, où là je pense qu'on va rien comprendre. Hein. Je pense qu'il y a 5000 personnes qui comprendront, ça serait ceux qui sont sur place. Hein. Ils vont filmer le 5e qui passe sur la ligne. Mais oui, c'est lui qui passe en tête à l'arrivée. Non, lui il est 6ème au général. Le vainqueur c'est le français qui est là-bas qui passe en 3ème. Hein. Oh là là. Ça va être compliqué. Bref. Si on en revient aux courses sur route de ce week-end, il y a un élément qui revient pas mal, c'est le parcours, le circuit, notamment dans Montmartre, qui visiblement a plu à pas mal de monde, et on a pas mal de gens qui militent, qui poussent pour que on ait
soit une course qui soit créée dans Paris, soit les mondiaux qui se tiennent à Paris, soit la dernière étape du Tour de France qui viennent passer par Montmartre comme ça. Est-ce que ça serait une bonne idée pour vous? Bah, déjà, les mondiaux, pour la question des mondiaux, c'est-à-dire que tu as des équipes qui sont plus nombreuses, qui peuvent peut-être plus contrôler, peut-être plus gérer la course, c'est pas sûr que ça donne la même chose. Et puis la question des mondiaux, ça dure longtemps, tu as beaucoup de jours de course, donc quand c'est Paris pendant 10 jours, c'est pas. Oui, et fin septembre, pas mi-août. Ouais, et puis les mondiaux, t'as plus de 90 coureurs dans un peloton. Enfin, c'est compliqué. Sur ce type de course, ça me paraît difficile. Après, j'ai envie de dire pourquoi pas, mais voilà, ça pose question au niveau de l'organisation. Donc, mais après, moi, le circuit, moi, le perso, il m'a plu, hein, Mhm. et je pense qu'il a plu c'est pour ça qu'il a plu à beaucoup de gens. Le décor était sublime. Il y a eu on a eu du spectacle, donc c'est pas un parcours qui cadenasse la course. Vraiment, il a été séduisant. Il y avait un côté inédit parce que j'ai pas le souvenir de course, même d'étapes du Tour qui soient passées par Montmartre. Donc évidemment, la nouveauté est toujours séduisant. Mais ouais, après, non, c'était une belle course, c'était un beau parcours. Donc ça mérite d'être vu. Maintenant, sous quel format? C'est plus compliqué à trouver. L'étape du Tour, enfin, l'étape 21 du Tour, j'y crois moyen. Ou alors sur un format chrono, peut-être. Si on met un jour un chrono le dernier jour à Paris, il y a peut-être quelque chose à faire. Parce que justement, ouais, justement, par rapport à ça, je voyais c'était ce lundi matin l'adjoint à la mairie de Paris au sport, Pierre Abadan, qui disait à France Info, il y a peut-être des évolutions dans la dernière étape qui pourront peut-être se passer dans d'autres parcours que ce qui était le cas jusqu'à présent par rapport à la dernière étape du Tour de France. Donc ça peut aussi peut-être dire que bon bah on n'est plus obligé de prendre toujours le même circuit et de venir faire un peu d'autres tours dans Paris et pourquoi pas passer par Montmartre avant d'arriver aux Champs-Élysées. Ouais, après, si tu fais qu'un passage dans Montmartre, ça n'aura aucun impact sur le vainqueur final de l'étape des Champs-Élysées, qui sera de toute manière un championnat du monde des sprinteurs. Mais Mhm. maintenant, c'est de savoir si est-ce qu'on veut utiliser Montmartre et la Bosse pour en faire un parcours vraiment punchy comme on l'a eu là, très dynamique, ou est-ce que c'est juste simplement passer une fois pour le spectacle, pour le décor, parce que ça fait une bosse sympa sur le parcours et parce que tu auras des belles images, ou est-ce qu'on en veut en faire un atout sportif pour dynamiser la course? Tout dépend ce qu'on veut en faire. Ouais, ouais. Oui, puis ça dépend aussi après de. Forcément, vous en parliez un peu du nombre de coureurs qu'il y a, parce qu'on a vu que bah, la route qui était utilisée, notamment dans les montées à Montmartre, les routes n'étaient pas forcément toujours très larges. Je crois qu'il y a même des passages où. Puis je crois que c'était sur la course d'âme, j'avais vu une coureuse qui était bloquée dans un virage entre les barrières et une voiture d'assistance. Donc c'est peut-être pas le genre de choses qu'on a forcément envie de revoir, puis même par rapport à la gestion du public, c'est peut-être pas forcément toujours évident. Bon, on verra en tout cas ce qu'il en sera, mais il semble que ça ait suscité certains intérêts, aussi bien du côté de la mairie de Paris que peut-être du côté des organisateurs et Thierry Gouvenou par exemple. Donc il faudra voir ça à l'avenir, mais peut-être que ça déclenchera quelque chose. On va revenir rentrer en détail sur ce qui s'est passé sur la course en ligne homme, donc remportée par Remco Evenepoel. Ce samedi, Remco Evenepoel qui avait une semaine plus tôt remporté le contre-la-montre. Pour la stat ou l'anecdote, c'est selon le Belge est le premier coureur à faire le doublé contre-la-montre course en ligne aux Jeux Olympiques. Même si bon, il faut quand même rappeler que le contre-la-montre aux Jeux Olympiques n'existe que depuis 1996, il me semble. Donc voilà, forcément un petit peu moins d'occurrence. Mais qu'est-ce que vous retiendrez le plus concernant Remco Evenepoel? Est-ce que c'est justement ce doublé chrono course en ligne, ou c'est la façon dont il est allé chercher la victoire sur la course en ligne à partir quarantaine de kilomètres de l'arrivée, je crois, sortir du peloton, revenir sur des coureurs qui étaient devant, qui avaient anticipé, et puis les lâcher, Valentin Madois en dernier. Qu'est-ce que vous retenez le plus dans tout ça pour Remco Evenepoel? Moi, c'est plus le doublé, que ce soit l'une ou l'autre des victoires, c'est pas forcément très surprenant. Après, c'est vraiment d'avoir cumulé les deux et d'avoir une espèce de prime comme ça sur tout le
même si on a commencé à être au mois d'août, mais un peu sur tout le mois de juillet avec le Tour de France qui est quand même très 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 bon et l'enchaînement sur les JO où rien ne l'arrête, quoi. Surtout que ça fait 2 semaines que les Belges nous disent que Evenepoel va écraser la course et effectivement il a écrasé la course. Et il avait beau dire que le parcours était pourri, que les routes étaient dégueulasses, il a quand même fait le doublé, quoi. Bah, il y a le côté de la stat où Evenepoel jamais couru en France et ses premières courses en France, ça va, hein, c'est pas mal. Hein. Ouais, voilà, il fait 3ème du tour, il remporte les JO contre la montre, il remporte les JO course en ligne. Ça va, franchement, c'est quand même pas trop mal. Louis, qu'est-ce que tu retiendrais, qu'est-ce qui t'a marqué concernant Remco Evenepoel de ton côté? Bah, je partirais également plus sur le doublé que vraiment la surdomination sur une des deux courses. Le doublé, ouais, c'est l'histoire qui s'écrit là quand même. Hein. Enfin, franchement, on a eu beaucoup de cracks dans le cyclisme ces dernières années, mais capable de faire le doublé contre la montre et course sur route aux Jeux Olympiques, bah, il y en a. Je crois que c'est jamais arrivé, donc Ah, tout à fait. Chez les mecs. ouais. Oui, parce que chez les femmes, on avait eu qui? C'est les vieux noms, j'ai plus les noms, mais c'est genre les néerlandaises de l'époque. Faut que je remonte, mais Pas de souci, on va aller chercher ça. Mais Mais oui, ouais, enfin, pour ça- revenir puis- sur Remco. et puis même aussi en dehors des Jeux Olympiques, même par exemple aux Mondiaux, je suis pas sûr que ça soit déjà arrivé. c'est encore plus rare aux mondiaux, non? Parce que et quand Chirac avait raté le coup, je suis pas sûr que ça a été fait. Hein. Bah ouais, je pense pas. Hein. Mais puis, enfin, c'est surtout Remco, il est en train de se faire un palmarès mais de monstre. Il gagne aux mondiaux, il gagne, il me semble, aux Europes. Il a dû avoir un titre au chrono sur le championnat Ouais. d'Europe. Parce que Bah, si je me 2019, sa trompe pas, première saison. sur les grands tours, il gagne. Sur les grandes classiques, il gagne. Le monument, il gagne. Et il est encore jeune, donc il a encore des années devant lui pour l'augmenter, ce palmarès. Mais franchement, c'est énorme. Et en plus, ben, son histoire personnelle est quand même assez marquante parce on se souvient qu'il revient d'une énorme chute sur le Tour de Lombardie il y a quoi, il y a de ça 3-4 ans, où il a eu très très chaud pour ne serait-ce que sa vie. Donc son histoire, elle est quand même assez impressionnante. Revenir, ça a mis du temps, mais revenir aussi fort, revenir plus fort et sortir de ce mois de juillet plus ces Jeux Olympiques, ouais, c'est la performance. Au-delà du doublé, la performance globale et surtout, bah, c'est répondre présent aux objectifs, c'est énorme ce qu'il a fait. Enfin, les 3 semaines du Tour, sortir le podium et ensuite enchaîner avec les JO, gagner les 2 courses, c'est stratosphérique. Il faut franchement se rendre compte de ce qu'il fait et il le fait pas en ratagaz. Enfin, le chrono, il le gagne parce qu'il est le plus fort et la course en ligne, il la gagne parce qu'il est le plus fort et que il a été tactiquement le plus juste et il a fait tout bien et on peut pas dire que c'est une victoire parce qu'il il a couru comme un rat ou il a eu des circonstances de course très favorables. Oui, il est Non, allé il la a chercher. ah ouais, ah ouais, C'est pas une victoire à la Rui Costa 2013, c'est là vraiment la victoire, il allait la chercher par lui-même, quoi. ouais, il faut que la victoire de Rui Costa en soi, il a été là chercher, on peut rien dire. Oui, Mais oui. là, oui, on est encore dans un scénario où c'était encore plus fluide, quoi. Franchement, t'as l'impression, tu le vois, il pouvait rien lui arriver et c'est arrivé devant la Tour Eiffel, la photo, etc. Voilà, c'était son jour, c'était son moment et il a écrit son histoire. Là-dessus, franchement, voilà, respect. Alors justement, Johan t'en parlait, le doublé contre la montre course en ligne au JO a déjà été fait chez les dames par Leontine van Morsel en 2000, qui avait réussi à faire le doublé en 2000 à Sydney, la néerlandaise. Justement par rapport à Remco Evenepoel sur la course en ligne de ce samedi, parce qu'on a forcément plus à analyser sur une course en ligne qu'un contre-la-montre. On va quand même rappeler que le contre-la-montre, il l'a remporté pour 15 secondes devant Filippo Ganna et 25 secondes devant Wout van Aert. Remco Evenepoel, sa course en ligne de samedi, est-ce que peut-être on peut la comparer d'une certaine manière au titre mondial qu'il a acquis à Wollongong en 2022 ? Peut-être dans le côté, il y a une similitude sur le côté, il finit en solitaire avec une énorme avance. Par contre, ça se dessine pas forcément de la même manière et
Et là, il profite surtout de la double carte Van Aert, enfin même la triple carte Steven Van Aert Evenepoel, où Van Aert, en fait, là où Evenepoel gagne presque la course, c'est le moment où en fait Van Aert il annihilie l'attaque de Van Der Poel. Derrière, il y a le regroupement et derrière, c'est une aubaine. Evenepoel, il a juste à contrer. Alors, faut la faire l'attaque, hein. Faut être fort physiquement, faut être là, etc. Mais ça se dessine à ce moment-là. Quand ça revient, c'est à ce moment-là où limite la course se fait. Après, derrière, c'est une performance physique, mais tactiquement, sa victoire, il l'a construit sur le moment où il y a le regroupement. Après, le fait que Van Aert soit revenu sur Van Der Poel, qu'il y a un regroupement un peu général, à un moment de temporisation, il contre et c'est parti. À Wollongong, quand il gagne son titre mondial, il me semble que il prend part à un groupe de contre où il y a notamment Bardet, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, il suit les groupes qui est lancé par les Français. C'est ça, ouais, c'est ça en plus. Donc c'est un peu différent dans la façon tactique. Par contre, la performance physique, bah, elle est là, hein, il y a pas. Mhm. Il y a pas à dire et on peut retrouver des similitudes dans la domination de la course. Donc ouais, il y a des, ça y ressemble. Je crois qu'il y a également, ça me rappelle par contre une victoire à Liège-Bastogne-Liège où il attaque dans la Redoute, je crois, Mhm. ou la Rochefoucauld, je sais plus, et il revient sur Bruno Armirail La qui redoute. tracte qui tracte quelques kilomètres et qui finit par lâcher dans la Rochefoucauld, c'est ça. Ah, c'est Enfin, vrai, c'est vrai. ça me rappelle plus cette victoire-là, par contre. Mhm. Johan, par rapport à si on essaie de faire un peu des comparaisons pour voir, parce que c'est ce qui me venait en tête directement, Wollongong, dans l'idée de presque, entre guillemets, sortir sans être suivi, avoir un coureur qui te tient la roue, là c'était Madouas, il y a 2 ans c'était Lutsenko, et puis réussir à finir tout seul, avec un gros numéro en solitaire, avec en plus en bonus Christophe Laporte qui vient régler le premier groupe au sprint. Mais qu'est-ce que tu en penses par rapport à ces histoires de comparaison un peu? Après, Wollongong, c'était pire parce que t'avais vraiment l'impression que ça avait laissé partir en facteur dans une grosse échappée avec plein de monde. Le ressenti n'était pas vraiment le même que là où tu te dis que c'est plus il a maîtrisé sa course, il a attaqué au bon moment et il a bien fait les choses et c'est juste que ses adversaires n'étaient pas. Enfin, ou en tout cas que l'équipe de Belgique a bien cadenassé derrière pour bien favoriser la victoire. Que le Wollongong, t'avais quand même l'impression que le peloton l'avait laissé gagner un peu. Là, je trouve que ça fait partie de ses victoires abouties. C'est pas celle où il fait la plus grosse démonstration physique parce qu'il attaque pas en face à face sur une bosse, mais le truc c'est qu'il y a beaucoup de ses victoires, ça se ressemble parce que forcément c'est lui qui finit en solitaire en ayant lâché tout le monde. Donc, Ouais, c'est un peu son style, quoi. voilà, ça ressemble aux étapes qu'il gagnait autour de Belgique en lâchant Victor Kopenhaers. Donc c'est toujours un peu le même format. Donc forcément qu'on a envie de faire des comparaisons après. Est-ce que ça veut dire au final Là, que Remco Evenepoel, c'est en premier lieu un coureur de classique? bah, le Tour de France de cette année lui donne un petit peu, enfin, donne un gros contrepoids à ça, mais en tout cas c'est sûr qu'il y a toujours la question de si Pogacar il est en face, qu'est-ce qui se passe quoi entre lui et Pogacar, mais en tout cas ça reste une espèce d'hyper baroudeur Remco Evenepoel où forcément il est taillé pour ce genre de course quoi. Oui, c'est vraiment le genre de coureur. Bon, lui, c'est en plus un favori, donc c'est encore un peu différent, mais c'est vraiment le genre de coureur où, quand il attaque, il se fait pas reprendre. Je suis pas sûr que ça soit déjà arrivé dans sa carrière, qu'il attaque à un moment qui soit plus ou moins propice, en dehors de montagne peut-être, même si je suis pas sûr qu'il ait été à un moment dans une situation à se retrouver à attaquer en montagne, mais se retrouver à attaquer, prendre du temps, un peloton, un groupe, et ensuite se faire reprendre. Je suis pas sûr que ça se soit déjà fait pour Remco Evenepoel. Ouais, et puis ça a toujours été ça chez lui, hein. Je me souviens, ses premières victoires, genre sur la Classica San Sebastian, Ah oui. quand il est arrivé très jeune, mais il est parti à 30-40 bornes de l'arrivée. Il a pris une minute. Tout le monde disait, ouais, bah, il y a les côtes du final pour revenir, sauf que, bah, Remco, si vous lui laissez 40 secondes, une minute, c'est terminé, quoi. Il y a toujours eu ce côté-là chez lui sur les classiques, où si on laisse 10, 15, 20, 30 secondes à Remco, c'est terminé. Parce il est tellement fort, il a ses capacités de rouleur, il sent bien la course, donc tactiquement, il a cette faculté d'attaquer au bon moment. Et
Donc derrière, tu te décourages vite derrière une machine comme ça. Hein. Donc ouais, c'est une victoire à l'image de tout ce qu'il fait depuis sur les débuts chez les pros. Est-ce que aussi, d'une certaine manière, là, dans les courses en nation, comme c'était le cas cette année, il bénéficie d'avoir Wout van Aert en coéquipier, en co-leader, d'une certaine manière? Bah ouais, quand même, parce que bon, déjà, vaut mieux avoir deux cartes super fortes qu'une, hein, ça va de soi. Et il y a aussi le fait qu'il n'y a pas forcément les oreillettes. Ça peut, je pense, ça peut jouer pour un coureur qui sent bien la course comme ça, Même si qui je arrive pense qu'il à. aurait pas, même si je pense que Evenepoel aurait pas été contre sur la fin quand il crève Ouais, le oui, moment oui. où l'ouvre où il s'agite là, on lui aurait dit t'as une minute Mais ça, tranquille. c'est trop bizarre, ça. Il n'y a pas un ardoisier qui traîne dans un coin, normalement? Bah, on n'a pas vu, il passait son temps à demander le temps même au caméraman, aux motos et tout. Donc Il suffit que tu aies un assistant qui te gueule dessus 50 secondes, tu te dis bien que ça va pas revenir. Hmm. En tout cas, Ouais, je sais pas. visiblement, pour les Français, les consignes arrivaient à passer, les infos arrivaient à passer. Peut-être que les Belges étaient moins organisés ou que Evenepoel n'arrivait pas à réceptionner l'information. Mais Non, mais les Flamands, ils ont toujours un problème au JO. C'est comme les Néerlandaises à Rio qui n'avaient pas les bonnes infos sur les écarts que tout le monde avait, tu vois. bon, encore ça va, Evenepoel il savait qu'il était en tête. Mais du coup, ouais, ça lui a fait quand même une sacrée course. Johan, pour évoquer le cas aussi de l'équipe de Belgique dans son ensemble, est-ce que c'est bon, peut-être un petit peu fort de dire que c'était tactiquement parfait quand tu as le coureur le plus fort, mais mine de rien, ils ont quand même bien joué, bien senti le coup avec les différentes cartes qu'ils s'étaient mis à disposition, parce qu'il faut aussi prendre en compte le choix de la sélection. Non, mais ils ont bien géré. C'est un peu la revanche du sélectionneur après des années à se faire taper dessus sur ses choix tactiques. Mais en tout cas, ça C'est marchait Sven, bien. Il y a c'est Sven Van Torrenhout, le Antoine, sélectionneur. Ouais, ouais. Ancien cyclocrossman. Mais oui, du coup, en tout cas, tu sentais qu'il y avait une cohésion du groupe belge. C'est ça aussi qui est important parce que Wout van Aert, tu aurais pu dire, vas-y, je pars avec Mathieu Van Der Poel, on ensemble, on revient dessus et puis on joue à gagner à 3. Il n'a jamais essayé de faire le malin là-dessus. Donc, en tout cas, il y avait une belle cohésion d'équipe, ce qui est important aussi dans ce genre de situation. Oui. Un peu le côté quick step de le premier qui attaque, bah tant pis, c'est lui. Et puis voilà, quoi. Oui, ça forcément, c'est important de le signaler que les consignes sont bien passées et bien respectées aussi. Forcément, tout est plus simple comme ça. Euh, on va évoquer les coureurs français parce que eux aussi, la partie tactique est importante, peut-être même encore plus que pour les Belges, parce que c'est plus important de jouer tactiquement quand tu n'as pas le ou les coureurs le ou les plus forts. La France qui repart quand même avec 2 médailles. Valentin Madouas deuxième qui avait anticipé et qui a réussi à suivre Remco Evenepoel jusqu'aux dernières montées du dernier tour du circuit de Montmartre. Et Christophe Laporte qui vient prendre la médaille de bronze en réglant le premier groupe de contre. Est-ce que voir la France remporter 2 médailles comme ça, argent, bronze, c'est quand même un peu une surprise? Surprise, peut-être pas, parce que bon, même si les Français n'étaient pas favoris par rapport à des nations comme le Danemark avec Pedersen, les Pays-Bas avec Van Der Poel et la Belgique avec la double carte Evenepoel-Van Aert, les Français, on savait qu'on avait quand même des coureurs importants. Hein. Valentin Madouas, c'est podium sur le Tour des Flandres. Alaphilippe, c'est double champion du monde. Laporte, on connaît, hein, Champion c'est d'Europe l'an déjà, dernier. ouais, c'est ça, médaillé au championnat du monde. Donc, et puis avec Vauclin qui sortait du Tour de France, un peu l'atout électron libre, pour apporter un petit vent de fraîcheur à cette équipe. T'arrives avec un quatuor intéressant sous le papier. Maintenant, le placer deux coureurs sur un podium, c'est tellement dur à faire en fait que ce scénario-là n'était pas forcément imaginé par les suiveurs. C'est compliqué d'imaginer que tu puisses arriver à faire 2 et 3. Enfin, on va dire que tout s'est bien goupillé. Tout a été bien fait tactiquement. T'as pas de regret à avoir sur la médaille d'or. Hein. Franchement, je vois pas à quel moment on aurait pu faire mieux. Peut-être mieux suivre l'attaque de Evenepoel, mais encore faut-il pouvoir le faire. Oui, Et c'est je suis ça, pas sûr que ça aurait été possible. Donc non, je vois pas de regret. Pour revenir sur la tactique des Français, on va dire que le moment marquant de cette course de général, hein, c'est l'attaque de Benili qui crée le premier mouvement de course dans le peloton.
Et à ce moment-là, derrière, il y a des coureurs qui veulent partir à leur chasse, de tête Polit et Tratnik. Et là, à ce moment-là, il y a un coup de flair de Valentin Madouas. C'est de se dire, bah c'est le moment d'anticiper. Et il y a cette attaque-là des deux coureurs. En plus, c'est deux bons rouleurs. Donc tu te dis, c'est un coup qui peut aller loin. Et là, quand tu vois Madouas sortir, que derrière, il est suivi par un autre coureur, je ne sais plus qui c'est. Et derrière, il y a un trou qui se fait. Et là, tu te dis, bon, bah, ce coup-là, il peut aller loin. Et là, tu vois, il n'y a pas de Belge, pas de Néerlandais, parce que bah, tu es sur les Jeux Olympiques, donc tu n'as que 4 coureurs par équipe. Tu avais déjà Benoît qui avait roulé plus tôt, qui n'était pas forcément prêt à y aller. Steven, Evenepoel, Van Aert qui voulait pas forcément suivre ce coup-là. Moi, je trouve qu'un Steven, ça aurait pu être un coup intéressant pour un mec comme lui. Mais non, mais Madouas, lui, il a été à l'audace dans ce groupe-là. C'était le bon filon. Ça lui a permis de prendre du champ, de prendre de l'avance et donc de se retrouver avec un coup d'avance à l'entame du circuit de Montmartre et de pouvoir en plus profiter dans un groupe assez nombreux. Il y avait une dizaine de gars, il me semble, par un moment, peut-être parce qu'on rattrapait des gars de l'échappée aussi. Mais et ce coup-là était franchement intelligent, c'était bien senti. Et c'est là où c'est vraiment tout l'importance d'avoir des mecs qui savent courir, qui ont le sens de la course tactiquement. Bah, tu prends un coup d'avance, c'est toujours mieux que de rester derrière, peut-être plus collectif, mais être derrière, ça servait pas forcément à grand-chose d'y être tous. Donc le coup de Madouas, il est prépondérant et ça lui a offert sa médaille, hein, faut être clair. Et ensuite, le deuxième moment où les Français ont joué un rôle, c'est quand même sur le moment où Van Aert enfin Van Der Poel attaque, il est suivi par Van Aert. Derrière, Alaphilippe revient, la porte est pas très loin. Il y a le regroupement général et il y a donc c'est à ce moment-là qu'Evenepoel attaque et part tout seul ensuite. Et après, Laporte a été très bon, Alaphilippe a été très bon parce qu'ils ont été malins en profitant du marquage. Même si Madouas était devant, moi j'ai trouvé la course, enfin les Français ont couru juste et en plus c'est pas facile quand on n'a pas les infos. Parce que dans une course avec les oreillettes, c'est plus facile. Là, quand on n'a pas les oreillettes, on pourrait faire l'effort qui annihile ce que fait le copain devant. Donc ça a été bon. J'ai le souvenir de Laporte qui part avec Jorgensen. En Ouais, plus, tout ils à sont fait. coéquipiers. Enfin, tu vois, il y a eu des mouvements de course franchement intéressants. De se Oui, débarrasser de Van Aert et Van Der Poel qui se marquaient derrière. Euh, Bah voilà, c'est comme ça qu'on arrive à se mettre en situation d'avoir deux mecs qui jouent la médaille. Alaphilippe a été très bon pour suivre les coups, à mon avis. On n'a pas tout vu, mais il a réussi à mettre un peu le boxon dans les groupes derrière. Laporte a réussi à prendre un autre coup. Enfin, franchement, les Français ont fait il y a une vraie masterclass tactique. Et on rigole de Vauclair et tout, mais il a réussi à faire en sorte que ses coureurs soient intelligents dans la course. Donc, franchement, faut le valoriser, ça. oui, oui. Et donc, derrière, pour revenir sur la perte de Madouas, euh, il suit comme il peut Evenepoel. Et puis, bah, derrière, c'est sauf qu'il peut, c'est un numéro de résistance. Et il a rien lâché, donc il mérite franchement sa médaille d'argent. Et par rapport à la porte, bah voilà, c'est le filon d'être bon, de suivre les coups et puis d'arriver dans le groupe qui joue la médaille de bronze. Lui, il le savait pas et il sort le sprint qu'il faut, donc il fait parler sa pointe de vitesse, il va chercher une médaille de bronze, qui est belle aussi. Oui, c'est vrai qu'il y a cet aspect d'avoir bien su sentir les coups qu'il fallait suivre. Parce que oui, comme tu le dis, le moment où Madouas sort, c'est pas Madouas qui lance l'attaque, il suit un coup euh, qui avait été lancé par Tratnik et Polit. Il se dit, peut-être ça vaut le coup d'y aller. Il y va, et justement, c'est le bon coup derrière. Et après, un peu plus tard, quand derrière, du côté du peloton, ça temporise, avec Van Aert, Van Der Poel qui se regarde, bah, Laporte à la Philippe qui attaque à tour de rôle et Laporte qui réussit à y aller. C'est ça aussi qui fait un peu que la France est allée chercher ces deux médailles sur l'aspect tactique stratégique, Johan. De toute façon, à partir du moment où quelqu'un qui a anticipé, c'est forcément que ça joue sur le plan tactique. Et après, c'est aussi le résultat du fait qu'on a des très bons coureurs classiques actuellement et que t'es une des équipes les plus denses. Et à partir du moment où t'as une équipe dense, mais que t'as pas de gros leaders à protéger, forcément que t'as des gens qui attaquent, qui après suivent les roues, qui restent dans les groupes et qui sont plus frais à la fin pour aller jouer les médailles. Donc, et si tu cours mieux que Ben Lee, bah, tu peux jouer la médaille. Eh, est-ce que Johan, toi, t'es d'accord avec ce que disait Louis, du côté où Thomas Vauclair, entre guillemets, encore, a fait une masterclass tactique? C'est dire à Madouas d'anticiper parce qu'il est moins fort que les mecs qui vont attaquer derrière, c'est pas une masterclass tactique. Après, c'est
la force de Vauclair en tant que sélectionneur, c'est d'insuffler le bon état d'esprit à ses coureurs et les mettre dans une bonne disposition mentale pour qu'ils donnent le meilleur après sur la course. C'est plus ça que la masterclass tactique de Madois, t'es fort sur les courses longues, t'attaques de loin, bon, super. Mais c'est vraiment le côté d'avoir les coureurs qui courent bien ensemble, qui sont bien cohésifs ensemble, qui est de bon état d'esprit pour courir en équipe et qui font les bons choix de course parce qu'ils sont dans les bonnes dispositions. Mais c'est pas. Après, tactiquement, c'est assez classique. Ouais. Oui, parce qu'après, Mais- forcément, évidemment, vu qu'il n'y a pas les oreillettes, c'est les coureurs qui prennent les décisions au final. Mais il faut savoir les mettre dans le bon état d'esprit, quoi. Ouais, c'est la mentalité équipe de France. J'avais relevé que Vauclair, c'est des médailles sur les grands championnats avec 5 coureurs différents. Donc en fait, c'est que t'as une permutation des leaders, c'est jamais le même c'est pas toujours le même qui prend le rôle de leader. Et ça tourne, et quand on est en équipe de France, on se scène pour le copain, et ça marche comme ça. Là où Vauclair est fort aussi, c'est il arrive à capitaliser sur le maximum de ce que peut faire un coureur. C'est-à-dire que Madois, c'est pas un crack à la Evenepoel, mais pourtant tu arrives à l'utiliser, et que ça soit en tant qu'équipier à l'époque à Louvain, où il fait un travail de fou pour Alaphilippe, là à Paris pour ces Jeux Olympiques, où il a réussi à jouer sa carte. T'arrives à utiliser tes coureurs au maximum de ce qu'ils peuvent faire. On n'a pas forcément les meilleurs coureurs en France, hein. On a des très bons coureurs, parce qu'il faut être un très bon coureur pour aller chercher des résultats, mais on n'a pas forcément les meilleurs, les grosses cartes ou les favoris. Euh, donc il faut utiliser le maximum de ce que tu peux faire. Et là, Alaphilippe, c'est clairement pas le plus fort de la course, hein. Ce week-end. Donc je savais que ça pouvait pas forcément être un mec capable de gagner, mais par contre, il a joué un rôle de fou, et il a été prépondérant pour que ses deux copains aillent chercher les médailles. Il y a la mentalité, il y a forcément un petit peu de tactique, même si c'est pas forcément des choses sorties de nulle part. Mais il y a aussi la capacité à optimiser, et le rendement des coureurs qu'il sélectionne. Mhm. T'avais peut-être des meilleurs coureurs à aller chercher. On pense notamment à Cosnefroy qui fait une super saison, qui était peut-être intrinsèquement un meilleur coureur que certains dans la sélection, mais par contre, les coureurs qui étaient là, les 4, ils ont donné le maximum de ce qu'ils pouvaient offrir, et à la fin, il y a le résultat au bout, donc forcément, c'est payant et ça se valorise. Oui, c'est-à-dire que par rapport à la sélection, il y a un côté où, quand on finit avec ce résultat-là et acquis de cette manière-là, il n'y a pas forcément grand-chose à critiquer a posteriori, quoi. Non, après, on peut toujours critiquer, c'est pas. D'ailleurs, peut-être qu'on pourra parler du sélectionneur de l'équipe de France féminine, où pour le coup, là, le résultat est pas là, mais après, la critique, c'est une chose, mais surtout, c'est assumer ses choix. Et même s'il s'était planté, je pense qu'il aurait assumé ses choix, et là-dessus, il y a pas de problème, hein. On n'est Mhm. pas. Je pense faut pas, il n'y a jamais eu de chasse à l'homme. Il y a beaucoup de belles réussites avec Vauclair sur son mandat. Il y a eu aussi des loupés, et ça, c'est normal, parce que tu peux pas gagner à chaque fois, et même si tu fais tout pour, ça, voilà, la réussite n'est pas toujours avec toi. Mais voilà, quand il faut faire des choix, Vauclair les a toujours assumés, donc même s'il devait se foirer au prochain mondial ou au prochain championnat d'Europe, franchement, voilà, tant pis. Enfin, c'est comme ça. Et justement, en parlant de coureur qui s'est loupé, qui est un petit peu passé à côté de sa course, mais qu'on attendait beaucoup, c'est Mathieu Van Der Poel, qui était annoncé par beaucoup comme le grand favori de ces mondiaux, lui qui est le champion du monde en titre, qui avait été sacré l'année dernière, qui s'était un petit peu préservé, on va dire, sur le Tour de France. Qu'est-ce qui s'est passé au final pour Mathieu Van Der Poel qui permet d'expliquer qu'au final il soit seulement entre guillemets 12e et que il a jamais été dans le coup en situation de gagner? Après, pas complètement au top de sa forme, mais un circuit qui était peut-être pas assez dur pour lui dans une configuration où son équipe allait rapidement le laisser tout seul. Donc, il n'avait pas les meilleures cartes en main pour contrôler la course. Il n'avait pas les. Enfin, ça se passe à pas grand-chose, hein, parce que Wout van Aert est peut-être pas en forme. Peut-être qu'il peut réussir à ressortir, attraper Evenepoel, on ne sait pas. Donc, en soi, il n'a pas été extrêmement décevant. C'est juste que le scénario de course n'est pas allé forcément
en sa faveur, qu'il n'a pas forcément complètement bien joué le coup. Il a peut-être dû faire une course plus d'attente que de vouloir partir de loin. Que le circuit s'y portait pas forcément à ça, en tout cas pour un coureur comme lui. Est-ce qu'il y a un côté où il est un peu Voilà, battu, entre après, guillemets, à 2 contre 1 par les Belges? Bah, un petit peu, oui. Après, il y a toute la question de est-ce que ça valait le coup de tout jouer sur une course aussi aléatoire que les Jeux Olympiques sur route, alors qu'il y avait le VTT, qui avait un circuit qui était taillé pour lui comme il n'aurait plus jamais dans sa vie. Donc, Oui, même si bon, le VTT, depuis Tokyo, il l'a un petit peu délaissé, quoi. oui. Mais oui, en tout cas, oui, visiblement, enfin, il a eu beaucoup axé sur la route. Il y avait un petit peu ce doute qui entourait pendant pas mal de temps sa possible participation à la fois le VTT et la course en ligne sur route. Ce que Tom Pidcock a fait pour une 13e place à la course en ligne, juste derrière Mathieu Van Der Poel, et le titre en VTT. Mais Mathieu Van Der Poel a finalement décidé de ne s'aligner que sur la course en ligne sur route. Donc de délaisser le VTT. Louis, est-ce que Mathieu Van Der Poel, il y a des choses, des passages qu'il aurait pu faire mieux? Ouais, déjà, il y a quelque chose à prendre en compte pour Van Der Poel, c'est qu'il était en infériorité numérique, de par le fait que les Néerlandais partaient qu'à 3, avec Houle et Van Baarle, en sachant que Dan Houle a été là juste pour rouler pendant 3 heures en première partie de course, donc ça fait plus de 2 coureurs. Là où les Français étaient, on va dire, 3,5 parce que Vauquelin était plus dans un rôle d'équipier, et là où les Belges étaient 3 voire 4 parce que Benoît a tenu longtemps, et ils avaient 3 super cartes avec Stuyven, Evenepoel et Van Aert. Donc déjà, tu as une infériorité où bah, c'est quand même assez coûtant dans une course comme ça, où bah, tu n'as pas forcément beaucoup de cartouches, et en plus, la cartouche qu'il a mise a créé derrière la contre-attaque de Evenepoel. Donc en fait, il s'est tué un peu tout seul. Enfin, c'est paradoxal parce que Van Der Poel est ce genre de coureur qui attaque, qui est obligé de passer par une énorme accélération pour faire la différence. Mais le problème, c'est que comme il n'est pas parti tout seul, bah derrière, il n'a pas 50 000 cartouches. Donc derrière, il y a un jeu de marquage où il a été piégé avec Van Aert. Et qui fait qu'il perd la course et qu'il n'est pas dans la roue d'Evenepoel notamment, et derrière que ça peut parvenir. Une fois que toutes les autres équipes sont représentées devant, si t'as plus personne pour rouler, si t'as pas d'allié de circonstance pour rouler avec toi, bah la course elle est quasiment perdue ou presque, hein, donc donc après Van Der Poel il était pas le plus fort, c'était pas la forme de sa vie, et tactiquement il avait pas les armes pour forcément être sûr de pouvoir contrôler et faire en sorte que le scénario soit favorable pour lui. Et il le C'est-à-dire- paye. Mais par exemple, un mec comme Pedersen, on pourrait en parler aussi. Alors en plus, il y a eu des problèmes mécaniques, donc c'est encore pire. Mais c'est des coureurs qui ont manqué de leur présence dans le final, alors qu'ils avaient probablement le potentiel physique pour y être, quoi. C'est-à-dire pour Mathieu Van Der Poel, est-ce que c'est-à-dire qu'on l'a peut-être vu trop favori et que la situation finalement, le fait que les Néerlandais soient seulement 3 et que Mathieu Van Der Poel n'ait pas d'autres cartes, d'autres potentiels co-leaders à côté de lui, contrairement à d'autres nations, à d'autres équipes, finalement ça a pu le desservir un peu? En fait, non, mais quand on regarde une start list pure, brute, on se dit, on voit le parcours, on regarde les coureurs qui sont sur la course, on se dit, ah bah oui, bah Van Aert, c'est un favori, Van Der Poel, c'est un favori, Pedersen, c'est un favori, Laporte, Alaphilippe, ce sont des favoris. Mais voilà, il faut quand même prendre en compte qu'on est sur une course qui est complètement atypique, où il faut presque même de l'expérience. Van Der Poel, il n'a pas forcément cette expérience de la course sur route des Jeux Olympiques, qui est très particulière aussi. Là où, par exemple, Alaphilippe qui avait couru à Rio, ça joue il te faut un capitaine de route. Un Stuyven a de l'expérience, tu vois. Et Van Baarle enfin, Houle, je suis quasiment sûr qu'il n'a pas couru les JO. Van Baarle a peut-être couru les JO dans un rôle d'équipier en 2021, et encore, je suis pas sûr. Mais voilà, ça manquait peut-être d'expérience de l'événement aux Jeux Olympiques, de la course atypique que sont les Jeux. Et donc, bah, derrière, c'est compliqué de pouvoir y performer, et t'as un coureur en moins. Enfin, on a peut-être mal jaugé le rôle de favori en se disant, bah, Van Der Poel est aligné, donc il est forcément favori.
mais de par l'infériorité numérique et le côté totalement atypique de la course, il l'était peut-être pas forcément. Et il a pas pu s'exprimer peut-être comme il l'aurait voulu, comme on l'aurait pu le penser. Oui, parce que forcément, tu le dis, les Jeux Olympiques, c'est une course à part, c'est une course atypique. Et on est habitué à avoir à penser les favoris, les scénarios qui pourraient se passer sur les scénarios, sur des schémas dont on a l'habitude, mais quand on a que 4 coureurs par équipe, bah, c'est des scénarios, quoi, c'est des schémas de course qu'on ne voit qu'au JO, forcément, justement. Euh, on a pas mal parlé des hommes, on va évoquer un petit peu ce qui s'est passé chez les femmes avec la victoire de l'américaine Kristen Faulkner, qui, pour l'anecdote, n'était pas prévue à la base pour courir sur la course en ligne, elle était prévue sur la piste, mais c'est seulement au début du mois de juillet, il y a un mois à peu près, que Taylor Knibb, la triathlète, a finalement laissé sa place sur la course en ligne et est récupérée par Kristen Faulkner. Grand bien lui en a pris, puisque ça fait un titre olympique de plus pour les États-Unis d'Amérique, qui en avait déjà remporté d'ailleurs sur la course en ligne chez les femmes. Non, pas, oui, avec Connie Carpenter-Fini en 1984. Voilà pour la, pour la précision, mais oui aussi en contre-la-montre. Bah, il y a le triplé de Christine Armstrong. Christine Armstrong, tout à fait. 2008, 2012, 2016. Mais justement, cette victoire de Kristen Faulkner, comme ça, avec aussi la manière à revenir avec Lotte Kopecky sur Marianne Vos et Casablanca Vas, et à lâcher ces 3 coureuses à 4-5 km de l'arrivée pour aller chercher la médaille d'or et le titre olympique. Johan, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'est la grande surprise côté cyclisme de ces Jeux? C'est surprenant, mais c'est pas Kiesenhofer non plus. Là, c'est plus comme si l'équivalent chez les mecs, c'était Thomas De Gendt qui avait gagné. C'est plus ce genre de registre. Donc, ok. c'est l'espèce de super baroudeuse que tu sais que si tu laisses partir à un moment, elle est capable de mettre des watts pendant des heures, et que tu peux pas forcément la revoir. Qui gagne un petit peu partout, qui est capable de passer des cols, de rouler fort sur le plat. Donc, c'est plus la configuration qui surprend un peu, parce que tu dis que vraiment un final avec Vos et Kopecky, bah, c'est foutu pour elle, mais c'était peut-être finalement la plus fraîche dans le final. Et quand ça va pas la chercher, c'est peut-être pas juste sur le plan tactique, c'est aussi que bah, ça craque un peu à ce moment-là. Mais c'est une surprise parce qu'on l'attendait pas. On l'a limite, on l'aura peut-être plus attendu sur un parcours un peu plus vallonné. Mais d'autant plus dans la configuration de la course où la chute a privé de certaines favorites de jouer à l'avant. C'est pas complètement étonnant, c'est un petit peu surprenant, mais c'est pas complètement étonnant non plus. Oui, après, c'est les JO, c'est pareil, c'est les courses. Voilà, oui, c'est pas forcément. il peut se passer plein de choses, et puis c'est aussi le scénario de course qui l'a avantagé de se retrouver avec Lotte Kopecky qui doit faire des efforts pour revenir sur le groupe de tête, où Kristen Faulkner avait réussi à figurer en étant bien placé au moment de la chute, se retrouver avec seulement Marianne Vos parmi les néerlandaises, donc ni Demi Vollering ni Lorena Wiebes. Forcément, ça joue aussi, quoi. Bah, ça joue aussi, et puis forcément, comme les autres ont fait beaucoup d'efforts et que donc ça aide à être là à ce moment-là, et elle, c'est une course très résistante, donc ça aide à tenir le choc jusqu'au bout. De toute façon, elle avait failli, elle était pas passé loin de gagner l'Estradi Banquet cette année, il y avait, enfin, des choses comme ça, donc elle était on l'a déjà vu. Je crois qu'elle a regagné l'étape du Giro cette année, je sais plus, j'ai un doute. Une étape Mais, de la Vuelta, elle gagne. De la Vuelta. Voilà, donc de toute façon, elle était en forme cette saison de manière générale. Là, elle sera sur la piste après, peut-être qu'elle va faire des choses intéressantes. En tout cas, elle s'était préparée pour être physiquement forte sur ces JO, donc c'est pas étonnant de l'avoir joué quelque chose. Après, c'est la coureuse un peu surprise, mais de toute façon, même au moment des pronos, je t'avais sorti une belle random parce que j'étais pas sûr je voyais pas forcément les favoris de gagner. Donc, quand on est dans ce scénario-là, quoi. Mais voilà, on pouvait s'attendre à tout, et au final, on a eu un résultat auquel on s'attendait pas forcément, mais c'est aussi, dans le final, on voyait que Kristen Faulkner, comme tu disais, c'était la plus fraîche, c'était celle qui avait le plus de force. Quand on voit Lotte Kopecky, qui, alors que c'est la plus rapide, potentiellement des 4 premières, se retourner et laisser le gros du travail à Kristen Faulkner,
c'est que l'américaine, elle était en sacrée jambe quand même. Bah, c'est intéressant parce que il y a souvent le côté où, genre, quand t'es avec la grosse favorite, genre, tu veux pas prendre de relais, j'ai moins vite au sprint, du coup ça va pas le faire. Bah non, l'intérêt c'est aussi de revenir devant et de pouvoir jouer la victoire, que t'es jamais bien sûr de ce qui va se passer, parce qu'elle serait restée derrière Kopecky, elle serait jamais rentrée. Elle l'aurait pas battu au sprint quoi qu'il arrive à mon avis. Et elle aurait fait quatrième et ça aurait été dommage pour elle. Et devant, t'aurais eu Vos qui aurait été champion olympique, mais que c'est dommage d'ailleurs. Bref. Et c'est que, Mais est-ce que c'est peut-être aussi le fait que ça soit les JO et que on se dit bon bah vaut mieux que j'essaie de revenir sur les deux courses de devant pour avoir 3 chances sur 4 de faire médaille plutôt que d'avoir une chance sur l'autre de faire médaille face à une des meilleures sprinteuses du peloton. oui, oui, t'avais eu ça aussi avec Longo Borghini à Rio qui avait roulé clairement pour faire la médaille et qui avait abandonné le titre. Donc oui, c'est sûr que tu te dis que non, mais quatrième, ça c'est vraiment la place qui sert à rien là, à ce moment-là, et vas-y, il faut que je revienne devant. Après, c'est Louis, une rôle toujours aussi, hein, c'est pas que. oui oui forcément c'est aussi un petit peu son profil donc évidemment ça aide un peu. Louis, toi qui as peut-être un regard un petit peu plus extérieur à tout ça, comment t'as trouvé cette course de Kristen Faulkner et notamment la gestion du final et les efforts qu'elle a fournis? Bah, sur le final, elle a bien joué le coup parce que quand tu arrives et que tu es la moins rapide au sprint du quatuor, t'as pas trop le choix. Faut trouver le moyen de te débarrasser des plus rapides. Donc, comment tu fais? Bah, t'attaques. Et le moment décisif, le money time, c'est le moment où en fait elle revient et qu'elle continue son effort avec la vitesse derrière. En fait, tu sais que c'est le bon moment pour attaquer parce que dans la route, t'as Blancavas. Et Blancavas, elle est moins puissante que Marianne Vos et Kopecky. Donc tu te dis, c'est celle qui va le plus galérer à revenir dans ta roue. Donc si t'as 1 mètre, 2 mètres, bah 3 mètres, après, au bout de 150, 200 mètres d'effort, de bataille, pour réussir à revenir dans la roue, bah à un moment donné, tu regardes tes chaussures, tu regardes derrière, mais t'arrives pas à revenir. Donc derrière, bah, ça crée ce moment de temporisation où elle arrive à partir toute seule. Et c'est là où elle a été super intelligente et forte dans la tête, parce qu'il faut tenir aussi la performance physique et après derrière une fois qu'elle a 10 secondes c'est fait. Enfin, si tu sais que Kopecky et Vos, si tu vois que Kopecky et Vos ne font pas l'effort, c'est le plus dur effet. Mais quand t'es arrivé dans une position d'outsider, c'est plus facile d'avoir ça parce que les autres se méfient moins de toi et t'as plus de chances de réussir à ce genre de coup un peu de Trafalgar, un peu opportuniste, mais dans le sens positif parce que en plus à la fin il y a le résultat, il y a la victoire, donc ça fait partie du vélo. Parfois être le numéro un, par exemple Kopecky quand elle arrive dans un groupe comme ça, c'est quasiment la numéro un mondiale, donc tu roules pas avec Kopecky. Enfin, franchement, les statuts jouent énormément dans ce genre de money time. Après, pour cette course d'âme, est-ce qu'on peut dire que le moment clé, chez les hommes, ça peut être peut-être l'attaque de Remco Evenepoel. Chez les femmes, le moment clé qui a tout défini, c'est la chute de Chloé Dygert quand on se dirigeait vers le circuit de Montmartre. Bah, bien sûr, dès l'instant que ça te coupe le peloton en deux avec un groupe de 12 qui part même pas sur une attaque, du coup, qui part sur une chute, enfin, c'est même pas prévu, et qui bloque la moitié des prétendantes à la victoire derrière. Forcément, ça a beaucoup dessiné la suite de la course. Là-dessus, et c'est le tournant de la course, ça a forcé la décision, ça a forcé des coureurs à partir, enfin voilà, à bouger. Donc, Ouais, ça. il y a des coureurs qui ont perdu la course à cause de ça. Donc, Mhm. ouais, c'est forcément le moment fatidique. On avait les Françaises qui étaient piégées. Alors Audrey Cordon-Rago était devant, mais Victoire Berthaud et Juliette Labousse étaient derrière. Et puis on avait aussi Lotte Kopecky qui a réussi quand même à faire la jonction derrière. Mais chez les Néerlandaises également, on avait Demi Il y a Vollering. Audrey qui était la dernière à basculer avec le groupe juste à côté de la chute. J'ai un doute. Qui ça? Parce que je vois, c'était Audrey qui était la dernière à basculer après la chute. Enfin, genre, il y a C'est une Française qui est juste à côté de celle qui tombe. oui, Et lui, par contre, après, on l'a pas revu derrière. Enfin, c'était bizarre. c'est l'une des dernières, oui, je crois, Ouais. à réussir à passer dans ce premier groupe.
Mais oui, c'est le moment qui a joué. Et Johan, est-ce qu'on peut dire d'une certaine manière que on attendait beaucoup les Néerlandaises comme à chaque grand championnat, aussi de l'Auto-Kopecky d'une certaine manière, et que finalement les événements n'ont pas tourné en leur faveur et que c'est ça qui a joué principalement. Ah bah après, si à l'avant t'as Vollering et Vibes, c'est pas la même course que si elles sont pas là devant. Après, la course aurait été différente, mais on a vu que Kopecky était capable de lâcher tout le monde à la pédale. Parce que le moment où elle sort, c'est la seule à revenir, elle lâche quand même tout le monde dans le peloton derrière. Donc je sais pas ce que ça aurait donné après. Parce qu'il y aurait eu là, toujours le problème de les Néerlandaises. Il y a Van Dijk qui a roulé plus tôt, mais du coup, s'il reste Vollering, Vibes et Vos, c'est qui roule. Mhm. Bah voilà. Donc c'est pas sûr que ça se serait pas enterré derrière Kopecky, ou on aurait des scénarios un peu comme chez les hommes peut-être. Du coup. Mais je sais pas, après, c'est dur de faire des plans sur la comète, sur des courses comme ça. Oui, évidemment. Quand ça se joue à pas grand-chose, forcément, c'est pas évident. Après aussi, un petit mot pour les Françaises, qui avaient Victoire Berthaud et Juliette Labousse, donc, qui ont été coincées dans le deuxième groupe au moment de la chute, et Audrey Gordorago qui s'est relevée pour essayer de les ramener à l'avant. Est-ce qu'on peut parler d'une course décevante pour elle, ou bon, c'est simplement que elle a encore plus rien à tourner en leur faveur? Compte tenu de la composition et du parcours, franchement, c'était compliqué d'espérer quelque chose. Alors, je remets pas du tout en question le niveau et le talent de aussi bien de Juliette Labou, d'Audrey Cordon et de Victoire Berthaud, mais sur ce parcours-là, face à cette concurrence-là, c'était quand même difficile d'imaginer qu'elle puisse avoir un rôle. À la rigueur, une Juliette Labou pour un très très bon jour, qui est une coureur qui est pas forcément très explosive. Il y aurait vraiment fallu des circonstances favorables pour pouvoir essayer quelque chose. Et c'est là forcément où revient le débat sur la table de la non-présence d'une Evita Music, qui est probablement la numéro un française cette année, de par son niveau et les caps qu'elle a réussi à franchir. Et d'ailleurs, de par l'objectif, elle avait fait de ces Jeux Olympiques. Donc, on parlait de Vauclair tout à l'heure. Là, pour Paul Brousse, le sélectionneur de l'équipe de France féminine, c'est peut-être pas c'est même pas du tout la même vision du résultat, parce que du coup, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que s'il y avait eu un résultat avec les Français, ça aurait été une bonne surprise plutôt que la normalité. En tout cas, de mon point de vue, s'il y avait eu un bon résultat, ça aurait été une bonne surprise. Après, on peut revenir sur la course en détail. J'ai vu aujourd'hui que Juliette Labou était malade pendant la course, donc ça joue énormément sur sa performance, qu'elle avait vomi pendant la course, il me semble. Donc quand une athlète, quand ta leader n'est pas à 100%, déjà c'est compliqué. Donc derrière, il n'y a pas forcément besoin de se chercher des excuses, hein, c'est pas le but, mais des explications. Mhm. La Bouse, qui était peut-être la meilleure chance française, n'était pas à son top forme, donc Ouais, voilà. forcément ça joue. Johan, qu'est-ce que tu en dirais toi de ton côté de la course des Françaises? Bah, la bourse, ça était pas bien, donc après, ça, c'est pas de chance, tu fais avec. On l'a comme vu rouler un petit moment pour Berthaud pour la faire rattraper le groupe de Vollering à un moment. Berthaud, dans la configuration de course, on n'a pas trop pu voir ce que ça aurait pu donner, donc c'est un peu dommage. Je pense pas qu'elle aurait pu suivre dans la bosse les grosses attaques, mais je pense que dans une configuration sans la chute, la voir finir, je sais pas, 8e, 9e, 7e, ça aurait pas forcément été hyper surprenant non plus. Je vois pas la fenêtre pour aller chercher la médaille, honnêtement. Euh, vu les coureuses, vu le machin, je pense, enfin, la médaille, je pense pas qu'on aurait pu aller la chercher quoi qu'il arrive, quelles que soient les coureuses qu'on aurait alignées. Après, pour moi, il y a quand même un gros problème de Cordon-Rago. Elle est là pour faire équipière ou elle est pas là pour faire équipière? Parce que c'est sympa d'être tout seul devant, en tête à l'avant du peloton, mais enfin, soit t'es là et t'assumes d'être équipière, et du coup tu places les autres, tu remets les autres à l'avant du peloton, ou tu restes à peu près à leur niveau, quoi, même si elles sont pas devant. Pour le coup, en tout cas, c'est ce que disaient Juliette Labousse et Victoire Berthaud, que au moment de la chute, elles venaient d'être remontées, replacées par Audrey Cordon-Rago. Mais bon, visiblement, elles ont dû perdre la roue un petit peu avant, parce que Cordon-Rago était Mm. quand même bien mieux placé.
Oui, voilà. Et puis oui, sinon après, pareil, Cordon-Rago qui lâche un peu tôt après, sans pouvoir vraiment rouler énormément pour Victor Berthaud. Donc il y a des choix de sélection qui sont un peu automatiques, un peu de la même manière que la Philippe est sélectionné par Vauclair à la place de Cosnefroy, honnêtement, c'est un peu les mêmes logiques. Hein. Euh, Après, oui, ça a pas bien marché. Je pense que la France féminine actuellement a une belle densité, mais que dans une course où ça retourne plus individuel comme ça, effectivement, ça manque un peu encore. Ou vraiment, il faudrait qu'il y ait de la montagne, quoi. Mhm. C'est-à-dire qu'au final, il n'y a pas forcément. Mais Enfin, c'est décevant de ne pas avoir pu vraiment défendre ses chances à l'avant, mais il n'y a pas de gros regrets dans la mesure où ça aurait été quand même difficile pour les Françaises d'aller jouer la médaille. oui, ça aurait été difficile. Après, la France fait des bons mondiaux actuellement, en général, chez les filles, mais justement, en ayant 5-6 coureuses un peu de même niveau, en pouvant faire des attaques, en pouvant se relayer. Là, on a vu Berthaud essayer d'anticiper un petit peu, mais c'était très timide. Euh, Sans doute que dans un peloton plus dense, ça aurait été plus intéressant le côté français. Il n'y a pas de gros regrets. Après, ça donne effectivement une course qui est très peu intéressante de ce côté-là pour le côté national. Mais Mais bon, voilà, ça c'est pas finit. grave, on aura deux Français sur le podium au Tour de France. Hein, c'est pas c'est important. Ça. Eh ben, on l'espère en tout cas, mais voilà, là, avec, Pour l'année prochaine, si peu- Florent Prévost se rajoute à Non, la non, liste. cette année. Hein. Et puis si en plus Juliette Labousse a Demi Volering à ses côtés l'an prochain, chez FDJ Suez pour faire une petite course Bah, d'équipe, tactique d'équipe. Normalement, l'an prochain, il y a le triple FDJ sur le Tour de France. Hein. C'est-à-dire Ça, les Volering, gens, ils sont Labousse, pas prêts. musique. Hein, mais... Ouais, ouais. C'est qu'à part Nivadoma qui peut s'incruster au milieu, Ferrand Prévôt, j'y crois pas trop pour aller gratter un podium. Mais donc, Bon, normalement, il faudra voir ça en tout cas. On nous annonce un mercato, un recrutement très intéressant du côté de la FDJ Suez. Il faudra voir ça parce que les annonces commencent à tomber, évidemment. On a passé le 1er août. Bon voilà, tout sur ce qu'on pouvait dire sur les courses en ligne de ces JO sur la route, avec donc on rappelle les deux médailles de l'équipe de France, avec Valentin Madois en argent et Christophe Laporte médaille de bronze. On évoque rapidement, puisqu'on arrive petit à petit à la fin de ce podcast, rapidement les résultats qu'on a eu sur les autres disciplines, avec quand même le titre enfin pour Pauline Ferrand-Prévot en VTT, elle qui avait échoué à Tokyo, alors qu'elle arrivait grandissime favorite, qui n'avait pas réussi non plus 5 ans plus tôt à Rio en 2016 à aller chercher ce titre, alors qu'elle est multiple championne du monde. Là, enfin, d'aller chercher ce titre olympique en VTT, c'est bon, elle a atteint le Graal et maintenant, elle peut, en effet, bien aller se rediriger vers la route, comme c'est son objectif pour la saison prochaine. Louis? C'est l'apothéose. Enfin, c'est ce qui lui manquait et elle sort la course parfaite le jour J. Franchement, c'est une prouesse exceptionnelle. On a un peu tous grandi avec la carrière de Ferrand Prévot depuis allez 2012. Je me souviens de son premier titre mondial en cyclocross là, sous la neige, ça à Tabor, hein, je me trompe pas, avec le sprint face à Sanekant. Enfin, sa victoire au championnat du monde sur route qui était un peu une surprise. Euh, Pauline, elle a une carrière de fou et il lui manquait un seul titre, c'était le titre olympique. Et franchement, qu'elle arrive à le faire là, à Paris, après les 3 échecs, et elle le fait devant son public. Enfin, franchement, c'est vraiment un moment marquant de ces Jeux et de l'histoire du sport et du cyclisme français aussi également. Euh, Pauline, c'est une énorme championne qui a eu beaucoup de hauts, mais aussi des énormes bas où elle a vraiment été très très bas. Il y a eu des dépressions, il y a eu des problèmes au genou avec l'artère iliaque. Elle a eu des moments perso aussi compliqués, mais ça fait partie de la vie de chacun. Mais voilà, les champions et les championnes finissent toujours par se relever. Il y a forcément le palmarès qui parle, mais il y a aussi la façon où on passe du bas à la hauteur et à atteindre le Graal des sommets. Et Pauline Ferrand-Prévot, c'est vraiment l'exemple parfait de ce profil de champion qui a connu des bas, mais qui finit par aller au sommet
Et en plus de cette façon, avec une course qu'elle a dominée quasiment de bout en bout, enfin, vraiment une gestion de l'effort parfaite. Ouais, elle a fait une course à la PFP. Ouais, des courses comme ça de PFP, il y en a des dizaines en VTT. Hein. Je me souviens d'un titre mondial en Andorre où elle fait un peu la même chose et elle part toute seule et derrière, il n'y a rien qui peut lui arriver. Rien qui peut lui arriver. Ouais, puis, ouais, Et d'ailleurs, ça contraste un peu avec l'échec qu'elle avait pu avoir à Tokyo où on se disait qu'elle était partie et je me souviens d'une erreur technique dans une petite bosse là où elle perd tout. C'était face à Yolande Danef et on sent que Pauline, que quand elle est toute seule, que sa course, elle livre son effort. Alors derrière, on n'a pas forcément la course la plus spectaculaire parce que ça c'est sûr. le suspense est tué. Mais par contre, voilà, l'effort, il est incroyable et derrière, la masterclass, elle est physique et leur gestion de l'effort, c'est parfait. Après, on peut revenir sur ce qui s'est passé derrière. On avait une autre Française qui était à la lutte pour les médailles, c'est Loana Lecomte, qui est aussi également un prodige du VTT français. Oui, forcément, qui avait... on a forcément une pensée pour Loana Lecomte avec sa lourde chute qu'elle a eue alors qu'elle était en train de se battre pour la médaille. Ouais, c'est ça. Loana, elle a le talent, elle a le niveau pour aller chercher les médailles. Elle était dans la course, elle s'est peut-être mis dans le rouge un peu tôt, lui faisant perdre un peu de lucidité et sur une faute technique, elle perd tout, quoi. Bah, c'est le VTT, c'est comme ça. Et bon, je suis assez persuadé qu'elle reviendra encore plus forte dans 4 ans à Los Angeles où elle sera l'une des favorites sans aucun doute là-dessus. Et puis pour finir sur Pauline Ferrand-Prévot, on peut aussi signaler quand même le fait que arriver à décrocher ce titre olympique avec cette ambiance, le fait que ça soit en France, à Paris, avec toute l'ambiance, tout le public qui était là, qui l'encourageait, qui criait pour elle, ça faisait l'image qui était encore plus belle et de la voir en larmes comme ça, je pense que ça voulait dire beaucoup de choses aussi, de tout ce que ce titre représentait. Et je pense que ça va facilement faire partie des images marquantes de ces JO. Et puis bon, du côté du VTT, on n'oublie pas également la médaille d'argent qu'a obtenu Viktor Koretsky, qui a fait une sacrée course quand même également. Bon, Tom Pidcock, qui, je pense qu'on peut dire qu'il mérite quand même son titre, parce que la crevaison, il perd 40 secondes, il arrive à revenir. C'est quand même une sacrée course, mais ça fait quand même aussi une très belle médaille d'argent pour Viktor Koretsky, qui d'ailleurs s'était imposé, je crois, l'année dernière, sur le test event sur la colline d'Elancourt. Donc, comme quoi c'était un circuit qui lui convenait très bien. Et puis après, bon, je sais pas si vous avez envie de dire aussi quelque chose sur le triplé qu'on a eu en BMX Racing, avec Joris Daudet, Sylvain André, Romain Mailleux, mais... Bah, ce qu'on peut dire, c'est juste beau, quoi. Il n'y a pas grand-chose à rajouter, c'est juste beau. C'est juste, c'est quand on est chauvin et qu'on supporte les athlètes français, c'est juste immense et il y a un côté, enfin ce qui est marquant, c'est ce côté, ah il a fait quoi mon copain derrière? Enfin est-ce qu'on fait bien un 2 3? C'est ça qui est fou, c'est que les mecs sont tellement au-dessus qu'ils ont le temps de penser aux copains et être forcément ils étaient focus sur leur course, mais avoir quand même la pensée de se dire, putain je me retourne, qu'est-ce qu'il a fait mon pote? Est-ce qu'on fait bien le triplé dont on rêve, on entend parler depuis des mois, parce que je pense que dans le BMX français, je suis pas un suiveur assidu, mais je pense que au vu de la domination des Français, on devait leur dire tous les jours que les gens espéraient un triplé. Donc maintenant, le faire, c'est encore autre chose et ils l'ont fait. Donc franchement, c'est juste beau. Oui, puis c'est vrai qu'ils avaient déjà fait un triplé aux mondiaux, mais de réussir à le faire aux JO qui, historiquement, n'avaient jamais réussi aux riders français. Parce qu'on avait eu un titre chez les femmes avec Anne-Caroline Chausson en 2008. C'est un doublé. Un doublé même. C'est Laetitia Lecorquillet qui fait deuxième. C'est vrai, mais pour le coup, chez les et hommes... d'ailleurs, c'était la veille du doublé Absalon-Perrault en VTT à Pékin. Tout à fait. Les deux s'enchaînaient. C'est vrai. J'étais un peu jeune pour vraiment m'en souvenir énormément, mais je pense que ça devait être un moment de fou. Enfin, l'enchaînement des deux doublés dans le cyclisme en 2008, oui. Ça devait être vraiment fou. Mais voilà, ça fait partie des stats un peu marquantes. Mais c'est vrai que oui, voilà, le BMX français chez les hommes n'avait pas été en réussite. Et là, d'arriver avec ce triplé à domicile, avec la belle image de les voir tous les trois, et avec justement dans le final, Joris Daudet et Sylvain André en passant la ligne, regarde derrière, et c'est bien Romain Maillot qui finit 3ème. Ça fait partie aussi des belles histoires. Johan, quelque chose à rajouter avec tout ça?
Oui, c'est un peu la victoire de l'arrogance, hein, parce que tu vois qui courait pour faire le triplé et pour jouer la gagne, mais Alors on en c'est quand profite. c'est spray les adversaires dans les virages pour que les trois restent en tête. Ouais. Alors, Belle rate sur l'Australien. Bah, franchement, là, celle-là, elle est belle. Celle-là, elle fait. Voilà, merci. Arbitre. Je sais pas, je suis pas spécialiste en BMX, mais je sais pas si dans d'autres situations, ça aurait pu être sanctionnable. Hop, on met Non, gentiment sur l'extérieur l'Australien. En BMX, c'est Et- compliqué un petit peu. ouais, c'est compliqué à juger encore, mais bon, on en profite, ça fait 100 ans qu'on n'avait pas eu de triplé aux Jeux Olympiques d'été. Il fallait remonter à 1924. On avait déjà eu un triplé au JO, c'était d'hiver, il y a 10 ans. Ouais, 10 ans après, on a de nouveau un triplé, et c'est en cyclisme. Donc, C'est vrai, c'est un cycross au JO d'hiver. tout à fait. Et ben voilà, on peut fêter ça. Du coup, il y a l'Océanique qui s'est vengé là, sur le triathlon. Ils ont dit, vas-y, fais-le tomber. Allez. Voilà, bon, bah du coup, voilà, on a raleté le titre en par équipe, même si Cassandre Beaugrand avait récupéré la médaille d'or en individuel. Aussi, on peut lui tirer un grand chapeau à la française en triathlon, évidemment. Voilà, on va arriver à la fin de ce podcast. Chasse patate, on a bien évoqué ces Jeux Olympiques sur route, hommes et femmes, un petit peu ce qui s'est passé en VTT et en BMX. On n'oublie pas la piste qui a commencé ce lundi avec la première épreuve qui était de la vitesse par équipe dames remportée par la Grande-Bretagne. Et on va avoir des épreuves, des finales chaque jour jusqu'à dimanche. Je vous fais le petit programme, mais vous avez évidemment plein d'infos sur le forum, avec Geoffrey bien évidemment, qui vous a fait une belle présentation. Ce mardi, vitesse par équipe homme, avec pour la France Florian Grengbo, Sébastien Vigier et Ryan Elal. Mercredi, on aura les poursuites par équipe, avec chez les hommes Thomas Bouda, Benjamin Thomas, Thomas Denis et Valentin Tabellion. Et côté femmes, Clara Copponi, Valentine Fortin, Marion Boras et Marie Lenette. Jeudi, ça sera l'Omnium avec Benjamin Thomas et le Kerin avec Mathilde Gros et Marie-Divine Kwame. Vendredi, l'américaine chez les dames et la vitesse individuelle chez les hommes. Samedi, ce sera l'américaine homme. L'américaine, c'est forcément une course qui est belle à suivre. Et dimanche, on terminera avec 3 finales. L'Omnium chez les dames, la vitesse individuelle dames et le Keirin homme. Voilà, bon, juste comme ça... Pour finir, quel pronostic on pourrait faire en termes de médailles? J'ai vu que Geoffrey sur le forum nous avait dit un pronostic de... il avait dit moins de 4 médailles et l'absence de titre serait une réelle déception. Donc pour lui c'est au moins 4 médailles et un titre. Qu'est-ce que vous diriez comme ça à la volée si on se mouille un petit peu pour la piste? Ah bah, si tu veux faire ça très beau, tu as un titre pour Benjamin Thomas, un titre pour Mathilde Gros et puis un titre pour les filles en endurance sur la piste, donc probablement l'américaine. Mais ça pourrait être un très beau bilan de ces jeux, quoi. Ah bah oui, ah bah ça en prend, forcément. Louis? Un titre pour Grégory Boger, pour François Pervis. Ah merde, non, ils sont plus là. On n'est pas à Londres, on est à Paris. Non, mais je suis pas assez spécialiste pour me jeter à l'eau sur le. Et là, en plus, j'arrive pas à parler parce qu'il y a Nando Duplantis qui vient de battre le record du monde du saut à la perche. À l'instant, c'est complètement fou. Mais c'est incroyable. Et ben comme toutes les 2 semaines, non En tout cas, des records du monde, on en a déjà eu un sur la piste de Saint-Quentin en Yvelines qui a d'ailleurs été refaite, rénovée récemment pour qu'elle soit bien propre et repartie pour 10 ans, je crois. Donc on devrait peut-être en avoir d'autres d'ici la fin de ces JO. En tout cas, je pense qu'on aura encore de quoi vibrer pour les cyclistes français et françaises sur les différentes épreuves qu'on aura au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Et puis, évidemment, pas que en cyclisme, hein. Il y a plein d'autres sports, les JO, on aura encore de quoi vibrer. Bah écoutez, merci beaucoup Johan et Louis de m'avoir accompagné dans ce podcast Chasse Patate, voilà, en direct, en parallèle des Jeux Olympiques. On est là, on vibre tous ensemble, on a encore une semaine pour vibrer, parce que c'est les Jeux. Forcément, ça apporte son lot d'émotions. On en a eu toute cette semaine et on devrait encore en avoir de très belles forcément en cyclisme et pas que. Pour le prochain numéro de Chasse Patate, on se retrouvera justement la semaine prochaine. On profitera on pourra faire un petit débriefing, un petit bilan de ce qui se sera passé du côté des épreuves olympiques sur piste, voilà, qui auront lieu donc au cours de cette 2e semaine olympique.
Eh bien écoutez, en attendant donc le prochain podcast Chasse Patate la semaine prochaine, mais comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur le site et le forum du groupe Eto, legroupeeto.fr, ainsi que sur nos différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et Threads. N'hésitez pas à commenter, liker et partager ce podcast. Merci beaucoup et à bientôt dans Chasse Patate.